À travers le monde et bien souvent, l'humanité a été confrontée à des phénomènes qu'elle ne pouvait a priori pas expliquer. Fascinée par l'après-vie, elle a souvent imaginé, voué des cultes ou bien craint les manifestations fantomatiques que même les plus sceptiques ont parfois du mal à expliquer. Mais notre histoire, qui nous amène dans l'Angleterre prolétaire des années 70, est un peu plus complexe qu'une simple histoire de fantômes. Direction la banlieue nord de Londres, dans la petite commune d'Enfield, où des événements aussi étranges qu'inexplicables s'apprêtent à prendre place. 284 Green Street, Enfield, 1977. Peggy Hodgson élève seule ses 4 enfants, Margaret, Janet, Johnny et Billy. Dans la nuit du 30 août 1977, alors que la famille dort paisiblement, Janet, la fille cadette, sent soudainement son lit bouger. Le lendemain, aux alentours de 21h, la mère de famille et ses enfants observent une commode se déplacer seule et des bruits de coups se font entendre. D'abord circonspecte, Peggy remet la commode en place sous les yeux de ses enfants mus dans un lourd silence. Mais le meuble se remet à glisser sans l'aide de quiconque. Terrorisée, Peggy Hodgson demande l'aide de son voisin, Vic Nottingham, afin que celui-ci inspecte la demeure en quête d'un potentiel cambrioleur. Il est à son tour témoin de phénomènes invraisemblables. Des coups parcourant les murs se font entendre. Peggy Hodgson se décide alors à contacter la police et l'officier dépêché sur place, Caroline Hips, est à son tour témoin de phénomènes aussi étranges qu'impalpables. Une chaise se soulève sans l'aide de personne, puis se met à glisser sur le sol. La maison redevenue calme, elle écoute attentivement les explications de la mère de famille. Elle et son collègue inspectent la maison et vérifient qu'ils ne sont pas face à un simple canular, mais rien, a priori, ne laisse penser qu'une farce ait été à l'origine des étranges manifestations. Oh putain, ouais. Ah, vas-y, comme ça. Vas-y, là. Comme ça, vas-y. Ouais. Vers minuit, la policière et son collègue expliquent à Peggy Hodgson qu'ils sont impuissants. La maison est redevenue calme et la famille décide alors de s'installer dans le salon, au rez-de-chaussée. Le lendemain, tôt dans la matinée, rebelote. De nouveaux événements sans queue ni tête se produisent. Les Legos du jeune fils de Peggy, Billy, sont propulsés à travers la pièce. Peggy court chercher de l'aide chez les Nottingham et alors qu'ils arrivent sur place, 2 billes les frôlent et partent s'écraser un peu plus loin vers la cuisine. Quelques jours plus tard, Peggy, désemparée, contacte un journaliste du Daily Mirror, George Fallows, qui se rend sur place avec son collègue photographe. Il faut peu de temps avant que ces derniers soient témoins à leur tour de jets d'objets, briques de Lego, billes et autres objets divers. C'en est trop, George Fallows a une idée. Il décide de contacter la Society for Psychical Research, une association dédiée à la recherche scientifique sur les phénomènes dits paranormaux. C'est le début de l'histoire rocambolesque du poltergeist d'Enfield. Avant toute chose, il est important de comprendre ce phénomène de poltergeist et savoir d'où il vient. Le mot poltergeist est issu des termes allemands poltern et geist, qui signifient littéralement faire du bruit et esprit. Ce mot prend ses racines dans le nouveau dictionnaire d'Erasmus Alberus en 1540. Utilisé en allemand par Martin Luther pour désigner des phénomènes attribués au diable, il apparaît relativement récemment dans la langue anglaise. Il y est utilisé pour la première fois en 1848 par l'écrivaine britannique Catherine Throw notamment. Ce mot est absent de la langue française et est plutôt traduit par esprit frappeur, ce qui donne une idée de sa signification beaucoup plus explicite. On rapporte des cas de poltergeist depuis le XIe siècle et beaucoup d'entre eux ont pu être expliqués entre erreurs d'interprétation, causes naturelles ou supercheries élaborées. Mais des zones d'ombre persistent, de nombreux cas restent inexpliqués et parmi eux, l'affaire récente d'Enfield en 1977. C'était comment là ?
En danseuse? Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Allez. Ouais. T'es sur ton vélo, là? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Tu pédales vite, hein? Ouais. Les enquêteurs de la SPR arrivent, et nos nouveaux protagonistes sont Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair. Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair font partie tous deux de la SPR, la Society for Psychical Research, dédiée à l'étude des phénomènes dits paranormaux d'un point de vue scientifique. Maurice Grosse est le premier arrivé sur les lieux. Il observe à son tour des phénomènes tels que des jets de Lego et autres billes qui, après examination de l'enquêteur, étaient chaudes au toucher. Il émet alors l'hypothèse qu'un poltergeist est bel et bien à l'œuvre dans la demeure de la famille Hodgson. Très vite, la machine s'emballe. Quelques jours plus tard, le 10 septembre, l'histoire de la famille Hodgson fait la une du Daily Mirror et Peggy est invitée à la télévision pour témoigner. C'est alors que Guy Lyon Playfair entre en scène. Il contacte Maurice Grosse et ce dernier accepte son aide, sachant que c'est sa première affaire au sein de la SPR et qu'il aurait bien besoin d'un enquêteur plus expérimenté. Courant septembre 77, une véritable surveillance s'organise autour du 284 Green Street. Journalistes et enquêteurs sont à l'affût du moindre phénomène étrange. Les appareils que mettent en place Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair dans la maison semblent tomber en panne sans explication alors que les manifestations semblent de plus en plus intenses. Un fait retiendra l'attention et sera important pour plus tard, les phénomènes semblent prendre place autour de la plus jeune fille de Peggy, Janet. Ces dernières décident alors d'aller passer quelques jours chez les voisins dans l'espoir que la maison redevienne calme et c'est au tour de la demeure des Nottingham d'être le théâtre d'étranges occurrences. C'est désormais certain, le phénomène ne se limite pas à la maison des Hodgson. L'idée qu'un esprit est à l'œuvre est alors dans toutes les têtes, y compris celle des enquêteurs, Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair. Une voix désincarnée, celle d'un soi-disant Fred, commence à se faire entendre, et durant plusieurs mois, les événements continuent de bouleverser la vie de la famille Hodgson. And so it must be as if it's somebody else speaking then, when you hear Yeah, it. behind us. And do you get the feeling when you hear the voice that there is a person there? Yes. Yeah. And do they tell you much about themselves? Not really, no. They just tend to growl and... Play around and sort of joke and be silly. You know. I wonder, do you think there's anyone there just now? Yeah, I do. Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? Stuart Certain. Stuart Certain, and he's one of the voices. Yeah. The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. Why do you think he comes and speaks through you? To annoy us. Does he ever say anything nice? Well, don't know really. Shall we Says- try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor Doctor Who? Tu m'entends? Allô? Oui? Oui? Ah bah attends, ouais, il est pas là. Durant l'année 78, les deux enquêteurs tentent une expérience. Et si s'éloigner du 284 Green Street avait une incidence sur le phénomène?
En juin 78, Janet, qui semble être le centre du phénomène, est éloignée de la maison pendant un temps. C'est alors qu'on remarque une baisse dans le nombre de manifestations. Mais elle continue tout de même. C'est clair désormais, éloigner Janet ne sert à rien et le phénomène reprend avec encore plus d'intensité à son retour en septembre 78. Excédée, à court de solution, Peggy Hodgson accepte la proposition de Peter Lefebvre et d'Onog Mailing, une médium, à venir visiter la maison. Après leur visite, les manifestations se firent plus rares, et ce n'est qu'après la visite d'un prêtre qui vint bénir la demeure en 1979 que le phénomène cessa définitivement. Mais alors, que penser de tout ça? Étions-nous face à un réel phénomène surnaturel ou bien face à une réelle supercherie, tout ce qu'il y a de plus naturel? Oui, ce plan est redoublé. L'année suivante, en 1980, Guy Lyon Playfair publie un livre, sorte d'épilogue à toute cette histoire, dans lequel il affirme l'authenticité de la nature paranormale des événements ayant frappé le domicile familial de Peggy Hodgson entre 1977 et 1979. Il s'est produit des événements paranormaux. C'est ce qu'affirme Guy Lyon Playfair dans son livre. À la fin des années 2000, Janet, qui vit désormais avec son mari dans le comté d'Essex, avoue avoir délibérément commis certains événements dans le but d'observer la réaction des enquêteurs de la SPR, mais assure que le reste n'est pas de son fait et qu'elle croit en la hantise de la demeure. 40 ans après les faits, l'affaire d'Enfield peine à trouver une explication rationnelle. Pourtant, pas tout le monde n'a cru en la thèse de l'esprit frappeur. Certains émettent des doutes qui se concentrent sur des détails de l'affaire qui pourraient faire toute la différence si correctement extrapolés. Des doutes qui concernent certaines photographies de lévitation qui ne seraient qu'un simple saut, des doutes sur la nature même des événements qui auraient été provoqués par les enfants de leur propre aveu pour certains. En 1977, alors que les premières manifestations venaient de se produire, deux parapsychologues, Anita Gregory et John Beloff, concluent qu'il s'agissait là d'un canular élaboré par Janet et Margaret afin d'impressionner journalistes et enquêteurs venus observer le phénomène. Anita Gregory critique notamment l'absence de recul et la crédulité dont ont pu faire preuve Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair. La soi-disant voix désincarnée de l'esprit était, selon certains sceptiques, produite par Janet. Cette hypothèse ayant été attestée par un ventriloque, Ray Allan, qui a assisté à l'une des transes de la jeune fille. Idem pour l'illusionniste Christopher Milbourne, qui affirme que la jeune fille surveillait discrètement le couloir près de sa chambre lorsqu'elle s'y enfermait pour parler aux esprits. Elle fut surprise d'y voir Milbourne. Les sceptiques notent également que lors du séjour en hôpital de Janet entre juin et septembre 1978, aucun événement ne s'y est produit. L'attitude des enquêteurs de la SPR a également été très critiquée. En effet, Maurice Grosse aurait manqué de recul. Ayant perdu sa fille l'année précédant les faits, il aurait, pour certains, transposé sur Janet Hodgson, qui porte le même prénom que sa défunte fille. Encore aujourd'hui, l'affaire d'Enfield provoque des débats entre partisans de l'hypothèse paranormale et sceptiques. Quand bien même les témoins sont crédibles et de bonne foi, dès le début de l'affaire, on a douté de la véracité des phénomènes ayant pris place au 284 Green Street. On ne saura sans doute jamais ce qui a été à l'origine du déferlement de phénomènes parfois violents au domicile de la famille Hodgson dans la banlieue nord de Londres. Certains empruntent les chemins de la parapsychologie, d'autres plus rationnels trouvent parfois des portes cachées sur les chemins de la psychologie tout court.